Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Valérie, 45 ans, maman de Alba, bientôt 2 ans. Valérie est une maman solo qui a accepté de partager avec nous son parcours atypique. PMA, FIV, fausse couche, beaucoup d'épreuves avant de tenir sa petite fille dans les bras. Merci Valérie de témoigner aujourd'hui. Bienvenue sur Histoire de naissance. Comment vas-tu? Merci à vous déjà de me recevoir pour cet enregistrement. Je vais hyper bien et j'ai hâte de partager ce beau moment avec vous. Super, merci beaucoup. On a Lindsay comme d'habitude qui est avec nous. On écoute comment tu vas, Lindsay? Bonjour, ça va super bien, merci. Génial. Eh bien, écoute, si tu en es d'accord, Valérie, j'aimerais te proposer de démarrer en posant un contexte parce que des mamans solo, on n'en a pas énormément. En tout cas, tu es la première qui vient témoigner. Donc, peut-être nous dire quand et comment déjà t'es venue l'envie de devenir maman et à quel moment tu te résous au fait de devenir maman solo. Comment ça s'est déclenché chez toi? En fait, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette envie d'être maman. Donc vraiment, je crois que même déjà à l'adolescence, c'était, euh, c'était une évidence. En tous les cas, je me disais toujours un jour, je serai maman. Et puis, la vie en a décidé autrement. J'ai jamais vraiment, au fil des années, rencontré la personne qui me donne cette envie dans un contexte de serein, en tous les cas, et où c'était une évidence. Et les années avec des S sont passées. Hmm. Les années sont passées. Et je m'étais dit, si à 30 ans, enfin, je crois que je m'étais dit 35 ans même. Si à 35 ans, je devais avoir une trentaine d'années, si à 35 ans, je suis toujours toute seule, je ferai un bébé toute seule. Et encore, les années passent. Et l'envie est là, mais très peur, des craintes qui sont comment je vais faire, aller à l'étranger, budget, logistique. Ça me paraissait un peu insurmontable et pas, ouais, pas faisable. Euh, J'avais l'impression d'avoir plein de barrières devant moi qui me semblaient un petit peu infranchissables. Et cette peur de me dire aussi, solo, comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être facile? Bon, je me doutais bien que non. Voilà. Et enfin, les années vraiment sont passées et j'avais un peu en tête, on en avait discuté avec des amis, que ce décret qui a été signé en septembre 2021, vraiment, hein, sur la PMA pour tous. Je savais que c'était un peu en suspens, qu'il avait même été retardé avec cette période Covid qu'on a tous connue. Voilà, donc j'étais un peu passive quand même. J'attendais un peu sans trop savoir quoi, comment, mais toujours avec cette envie viscérale, hein. Hmm. Ça aurait été vraiment un échec et de ne pas avoir d'enfant. Hmm. Tu nous parles d'amis, donc j'allais te demander comment tu t'es renseignée sur toutes ces étapes pour être maman solo, tout ce parcours. Est-ce que tu as rencontré des personnes, des professionnels? Est-ce que tu as lu des livres? Tu as regardé sur les réseaux? Pas vraiment, c'était un peu de loin. Je tapais un petit peu pendant ces années la PMA, donc je savais, mais vraiment, je savais à distance un petit peu ce que c'était, mais je m'étais jamais vraiment renseignée. J'avais jamais pris contact avec des cliniques, j'avais jamais fait faire de devis, j'avais jamais. C'était un peu tout à distance, tout voilà. Savoir sans vraiment savoir dans le fond. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur pour toi et comment ça va démarrer? Et ben ce décret.
ce décret qui est signé en septembre 21, je le sais, j'ai des amis aussi qui m'en parlent. Une amie qui est bien plus jeune que moi, mais qui voulait aussi, où on en avait déjà parlé en attendant quand il était un petit peu en suspens, et voilà, et il est signé. Et, euh, et je me dis, allez, je vais prendre rendez-vous. J'ai Sophie, une collègue de travail qui est une amie est en couple et qui est passée aussi par de la PMA et qui à chaque fois me disait quand on se voyait alors t'en es où? Donc voilà, on parlait de ce décret et je disais je sais pas trop. Elle me dit mais si, mais vas-y, lance-toi, prends rendez-vous avec Agnès qui est une gynécologue obstétricienne du travail parce qu'effectivement j'ai oublié enfin, de mentionner cette, euh, Cet élément. cette petite chose, cet élément-là. Je suis auxiliaire de puériculture dans un grand CHU de Lyon depuis maintenant, je crois, 15 ans, 16 ans. Et forcément, je, j'ai des collègues de travail et il y a un service de PMA dans l'hôpital où je travaille. Donc, elle me booste en me disant, vas-y, 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 je me lance, j'envoie un mail. Donc, j'avais quand même, malgré tout, je m'en rends compte, hein, cette facilité d'accès Mm. qui n'est pas à négliger. Ça a été quand même facile pour moi. Je ne suis pas allée dans un lieu, à prendre un rendez-vous dans un lieu inconnu, avec une personne inconnue. J'étais un peu, en fait, je suis chez moi à l'hôpital. Donc, j'envoie simplement un mail à cette gynéco-obstétricienne que je connais très bien, en lui exposant la situation et en lui demandant si elle peut me recevoir. Et décembre 2021, du coup, j'ai mon rendez-vous. Oui, donc peu de temps après le décret, finalement. Ouais. Peu de temps après. Peu de temps après. Donc, encore une fois, sur tout mon parcours et le fait que je m'y sois prise vraiment quand ce décret a été signé et que j'ai ces facilités d'accès, tout a été quand même assez facile. Je mets des guillemets, bien évidemment, mais voilà. Donc, rendez-vous très rapide, je la vois et on parle très rapidement de mon âge. Parce qu'en fait, quand on commence ce rendez-vous, elle me dit donc forcément qu'elle a regardé un petit peu mon dossier parce qu'on a un logiciel interne et qu'on voit mon âge. Elle me dit, bon, je ne pensais pas que tu avais cet âge-là, mais par contre, elle me montre sa montre comme ça en me disant, on est un peu timé. Et effectivement, parce que dans mon cas, PMA solo, en tous les cas, la date, c'est 42 ans révolus. Et donc, tu as quel âge à ce moment-là? Et à ce moment-là, j'ai 41 et demi. Ah oui. Oui, donc voilà, 41 et demi. Donc j'avais un an et demi pour faire tout ce parcours. Et quand je dis tout, c'est toutes les étapes. Mm. Voilà, donc ce rendez-vous, elle m'explique un petit peu protocole, comment ça fonctionnerait, etc. Mais avant toute chose, il fallait que je fasse un bilan de fertilité pour savoir quel était, j'allais dire l'état entre guillemets, voilà, comment mon organisme Oui, était. quel terrain allait pouvoir accueillir une future grossesse, en fait. Exactement. Et si j'étais éligible ou non, parce que si mon bilan de fertilité n'était pas bon, clairement, je n'aurais pas été éligible parce que ce qu'on appelle les paillettes, les gamètes, enfin les spermatozoïdes, c'est tellement précieux que si une femme comme à mon âge n'avait pas un terrain favorable, il ne pouvait pas se permettre. Donc, bilan de fertilité en fin d'année, des très bons bilans de fertilité pour mon âge. Donc, encourageant. Et du coup, là, tu te dis le timing, les comptes, il faut y aller, quoi. Mais c'est ça. Et puis limite même déjà, une fois que je suis sortie de ce premier rendez-vous, avant de faire mon bilan de fertilité, en fait, comme si toutes mes peurs s'estompaient. Et en fait, comme si c'était une évidence, let's go, j'ai plus peur. Mm. Comme si un voile s'était un peu levé. Ok, donc tout le terrain est
Et Et favorable, je me tu te dis, dis on y je me va. dis Donc, let's go. rapidement, quelles vont être les C'est étapes ça. qui vont démarrer dans ce parcours pour toi? Et puis peut-être par qui tu vas être accompagnée aussi. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne tout ça? Parce que du coup, être maman solo, ça veut dire faire tout ce parcours solo, ou est-ce que tu choisis quelqu'un de ton entourage pour t'accompagner ou... Mm, je fais tout toute seule. Ok, Je suis hyper indépendante. Je suis accompagnée un peu, j'ai un peu ce soutien. Tout le monde sait, ma famille, mes amis, tout le monde est au courant de ce projet, de mes étapes, je partage. Mais c'est vrai que je vais à mes rendez-vous et vraiment solo, mais j'ai pas besoin ok. d'être accompagnée. J'ai pas ce besoin-là. Et voilà, il s'enchaîne du coup, rendez-vous avec une psychologue. Mhm. Je crois que j'ai eu 2 rendez-vous avec des psychologues. Et en mars, mon dossier passe en commission, donc avec les résultats de mon bilan de fertilité. Je sais même pas si la psy a eu un peu un regard là-dessus. Je pense que c'est plus en accompagnement, en soutien, et puis pour quand même voir si j'ai la tête sur les épaules Mm. quand même. Oui, c'est quelque chose d'obligatoire, tout à fait. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc, mon dossier passe en commission en mars 2022. J'ai une réponse favorable courant mars. Et puis tout s'enchaîne. Je vois aussi le médecin biologiste qui m'explique bah, tout le protocole, les stimulations hormonales, les ponctions d'ovocytes, les FIV, me disant que de par mon âge, on passerait directement par des FIV ICSI. C'est des FIV en fait par micro-injection. D'accord. Voilà. Et il m'explique aussi qu'il faut que j'aille voir un notaire. Il faut que je fasse faire un acte notarié. Grosso modo, ça dédouane un petit peu le donneur. Ça explique que j'ai connaissance de tout ça et qu'à aucun moment je ne pourrais demander quoi que ce soit au donneur, Mhm. parce qu'en ce temps-là, on était encore sur des dons anonymes. Mhm. On était entre deux, il fallait finir un peu les dons anonymes avant de commencer parce qu'avec cette nouvelle loi bioéthique de septembre 2021, il y a aussi en remise en question l'anonymat des donneurs. Ok, ben, merci. Voilà. Donc, juin, rendez-vous notaire. Je revois la gynéco pour de nouveau qu'elle m'explique un petit peu le protocole, tout ce que le médecin biologiste avait mentionné. Je revois le médecin biologiste, on finalise le dossier, je lui donne l'acte notarié, pardon. Il prend mon morphotype et mon groupe sanguin Mhm. pour faire une compatibilité un petit peu et à ce que le morphotype soit Proche. merci, le plus Mm. proche. Voilà. Et puis bah, je vois une sage-femme aussi, qui est une ancienne collègue. Donc, pareil, hein, tout est assez facile et je me sens aussi accompagnée par mes collègues de travail, en fait, dans tout ça. Mhm. Et elle m'explique via une frise chronologique, voilà, tu vas commencer la pilule là, tu vas l'arrêter là, de manière à vraiment être synchro et à savoir quand on commence les injections, à J+, quelle injection, après on rajoute telle injection, voilà, pour faire maturer les follicules, les échographies très rapprochées. Il faut vraiment être très, très, très dispo et très carré. Et fin novembre, je commence ma première stimulation hormonale avec les premières injections. Et puis, je me sens tellement une warrior et je veux être tellement actrice de tout ça, de ma PMA, sachant que c'est un peu pour moi le seul acte que je pouvais vraiment faire, Mm. que je décide de me faire mes injections solo et très, très vite, je déchante. Ah, Mais je continue, hein. Mais je continue à me les faire solo. ok. Mais c'est hyper dur. Qu'est-ce qui est dur à ce moment-là? La douleur, parce que j'ai vraiment rétrospectivement cette sensation, les premières injections des premiers jours, ça va, et après, j'appréhende.
J'appréhende parce que du coup, je commence à avoir un peu des petits hématomes et que forcément, au bout de quelques jours, waouh. Puis j'ai souvenir que par moment, je devais me faire 3-4 injections par jour. Waouh. Donc voilà, tu te dis, allez, une injection, tu y vas, t'as pas le choix. Après 2, après 3, c'est quand même pas rien. Mais voilà, hein, moi toujours, j'y j'y vais. J'y vais, je fais, j'ai pas le choix. Du, Voilà. et du coup, cette période donc va durer combien de temps? Et ben en tout, je vais faire 8 FIV, Ouais. dont 3 ponctions, parce que forcément, il y a la période de stimulation. Ensuite, il y a la ponction des ovocytes qui se fait au bloc sous anesthésie générale pour après faire l'assemblage. Mhm. Je mets des guillemets. Et que ça mature, que ça mûrisse. Et puis, il faut savoir qu'entre le nombre de follicules qui peuvent ponctionner, ou tout de suite, il y en a 20, 30, et on se dit waouh, en fait, c'est dégressif, quoi. Parce qu'il n'y en a pas autant de matures, parce qu'après, il n'y en a pas dans les murs. Au bout de quelques jours, il y en a pas tant qui prennent. Voilà. Donc, en tous les cas, en tout, j'ai fait 3 ponctions, 8 FIV en 6 mois, dont une grossesse biochimique, ma toute première. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu pour les personnes qui écoutent ce que tu appelles une grossesse chimique? En fait, quand ils implantent l'embryon, au bout de 11 jours, on fait une prise de sang. Mhm. Mon tout premier transfert, euh, après les 11 jours, ma prise de sang des bêta-HCG, pour savoir si ça va marcher, est positif. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour, le 22 décembre 2022, du coup, parce qu'un an s'était écoulé de tout ce parcours. Et prise de sang positive. Et j'étais, moi, très positive, me disant, ça va forcément marcher. Je vais forcément être maman et ça va marcher très vite. J'étais un peu sur allez, ça va le faire, c'est évident. Tout était une évidence. Ce décret, ce timing, euh, voilà. Donc, première prise de sang avec un bon taux de bêta-HCG. Donc, pour moi, je suis enceinte. Mhm. Dans ce protocole, 48 heures après, on refait un taux de bêta pour être sûr qu'il double bien, qu'il évolue bien. Donc, je refais une prise de sang le 24 décembre. Euh, ouais, c'est super. J'ai passé un très joyeux Noël cette année-là. Et en plus, j'ai dû retourner faire ma prise de sang sur mon lieu de travail parce que j'avais fait la première là-bas, étant donné que c'était un jour où je travaillais. Parce qu'il faut que ce soit le même labo pour avoir le même dosage. Enfin, donc c'est une collègue qui me fait ma prise de sang et qui m'appelle 2 jours après, et qui m'appelle 2 heures après pour un peu gêner en me disant que mon taux a, a diminué. Mhm. Elle me dit, écoute, je sais pas trop ce que ça veut dire, essaye de voir. Bon, j'envoie un message encore une fois, hein, tout est assez facile parce que j'ai les coordonnées de mes collègues pour lui demander ce que. Et puis elle confirme ce que je pensais. En fait, c'était un peu un faux espoir. Et donc, justement, cette grossesse biochimique, c'est cet implant de l'embryon qui, du coup, est détecté un peu par l'organisme, mais qui ne prend pas, qui ne tient pas. Qui ne va pas rester. Donc, c'est Exactement. ce qu'on appelle une fausse couche à ce moment-là pour toi. Ouais, 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 Tu ouais, le vis comme carrément. ça en tout cas. Ah ouais, je le vis hyper mal. Je me dis, mais, c'est moi qui étais si positive, j'étais tellement sûre de moi. C'est vraiment le premier gros échec. Donc, je suis effondrée, clairement. Je suis Oui. clairement effondrée. Et ça s'entend et ça se comprend Ouais, totalement. Période de Noël en plus, donc tu as cette ambivalence de c'est la joie des fêtes et moi j'apprends une mauvaise nouvelle. ouais, exactement. Et en même temps, bon, c'était du coup pas la joie des fêtes, quoi. Ouais. J'ai fait parce qu'il fallait faire, d'être en famille, etc. Et puis, histoire de. Mais non, c'était hyper dur. Et puis, quelques jours plus tard, hein, t'es obligé de te relever. Et puis, t'es obligé d'y retourner, quoi. T'es obligé d'y retourner. Enfin, t'es obligé. Tu fais le Non, mais choix, pour toi, d'y moi, retourner. ouais, Oui. exactement.
Moi, je fais le choix de relever mes manches et puis d'y retourner. Et j'ai fait ça, du coup, 8 fois en 6 mois. Donc Voilà. jusqu'au moment où c'est la bonne fois. Oui, même si ça n'a pas été la bonne fois à l'hôpital, Ok. parce que bah, au vu de mon âge, encore une fois, juillet, je fais mon dernier transfert. Parce qu'au mois d'août, j'ai mes 43 ans et puis ce dernier transfert ne prend pas. Donc là, gros, très, très gros coup dur pour moi. Je me dis, ben, je suis effondrée. Je me dis, en fait, il faut que je fasse le deuil de la maternité. Parce que pour moi, il n'y avait pas de solution outre ça. J'avais pas les moyens, encore une fois, hein, d'aller à l'étranger. Et je pense même qu'à ce moment-là, j'avais pas même les moyens psychiques. J'avais plus d'énergie Hmm. à donner. J'avais plus d'énergie à donner. Et j'ai ma belle-sœur et une amie qui me parle d'une sage-femme gynéco dans la région lyonnaise qui fait un peu de la PMA, un peu hors norme. Je dis ouais, bon, j'entends, je prends le contact et je me dis je verrai, mais pas tout de suite quoi. Là, j'ai besoin de digérer. Et finalement, je crois que je me relève très vite. Et en fait, très vite, je la contacte. Et très vite, elle me reçoit. Et très vite, elle me dit, mais bon, il y a des choses qu'elle comprend pas trop. Pourquoi on m'a pas fait une hystérographie pour vérifier la perméabilité, pour savoir si mon utérus était en mesure de recevoir ces embryons, etc. Elle me fait faire quelques examens qui sont très bons et j'entame un nouveau protocole de stimulation, donc forcément un peu différent parce qu'elle a ses techniques à elle. Mhm. Elle m'explique comment elle fonctionne parce que du coup, elle fonctionne avec une banque de dons au Danemark. Donc la banque de dons s'appelle Cryos et qui se trouve au Danemark et ils ont un site. Et chose qui a été assez particulier pour moi, c'est qu'en fait, comme si je faisais un peu mon shopping, j'ai choisi le donneur. Il y a beaucoup plus d'éléments disponibles. Euh, voilà, ça a été assez particulier. J'ai choisi, quoi qu'il en soit, comme depuis le départ, ça avait été fait en fonction de mon morphotype, voilà, de mes caractéristiques physiques pour que mon potentiel bébé me ressemble le plus. Voilà, donc je fais cette commande qui arrive, qui en plus, je me souviens encore, 15 août, je ne sais pas si ça va arriver à temps. Et en même temps, du coup, il faut que je fasse ma dernière injection pour déclencher mon ovulation après tout mon protocole de steam. Bref, c'était un stress intense. Ça a un coût quand même, malgré tout, contrairement à tout ce protocole que j'avais fait. Que, que tu peux que tu peux nous chiffrer approximativement ou... Euh, ouais, j'ai fait le choix, j'avais pas non plus un gros budget. D'ailleurs, papy et mamie m'ont aidé. Et j'ai fait le choix euh, de potentiellement me laisser Mhm. une deuxième chance si ça marchait pas. Donc, j'ai fait le choix de choisir un donneur anonyme alors que vraiment, j'aurais aimé, du coup, par ce biais-là, choisir un donneur non anonyme pour laisser le choix à mon potentiel bébé, parce qu'en ce temps-là, je ne savais pas que ça marcherait, de faire le choix, elle, à ses 18 ans, voilà, D'en savoir plus sur c'est ça, c'est ça, sur son donneur. Tout à fait. Ok. Bon, ça n'a pas pu se faire et en même temps, bon, bah, c'est comme ça. Et j'ai perdu le Je fil. te demandais à peu près approximativement Ah oui, combien. pardon. Euh, 1500 euros, je crois. Ok. Mais ça pouvait aller bien plus en fonction des donneurs, en fonction anonymat, pas anonymat. Voilà. Les coûts de transport sont très chers. Sont limite, c'est la moitié du prix, je crois que j'ai payé. Coût de transport très cher. Bon, ça arrive dans des espèces de bonbonnes d'azote, si je dis Oui. pas de bêtises.
Donc 15 août, férié, ça va arriver, ça va pas arriver. Je déclenche ma stimulation, j'ai rendez-vous chez la gynéco. Finalement, tout se passe, mais à merveille, à 1 heure d'intervalle. Cette bonbonne arrive et voilà. Et j'ai donc à l'ancienne, hein. Elle sort la petite pipette. Elle la met sous son, enfin vraiment, elle la met sous son bras pour la remettre. Ah La oui, ah ouais, température. c'était à température. C'était un peu lunaire. C'était voilà. Et j'ai mon transfert entre guillemets, en tous les cas, mon injection, voilà. Et quelques jours plus tard, je sais que ça a marché. Je suis je suis à ce moment-là pas si enjouée que ça. Je vais toujours être du coup très, 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 très mesurée dans ma joie et dans mon engouement, de peur en fait, qu'à tout moment j'avais tellement conscience qu'à tout moment en fait ça pouvait capoter, que jusqu'à la fin de ma grossesse. Ouais, je suis très mesurée. Donc voilà, première écho, ça a marché, on refait une écho un peu plus tard, ça évolue bien, j'entends son cœur battre. Et puis, l'écho T1 et puis là, je déchante. Je déchante parce qu'il y a il y a une suspicion d'omphalocèle. Donc un omphalocèle, c'est un défaut de fermeture de la paroi abdominale. En fait, on se rend compte qu'il y a cet écho T1 qui a un petit bout d'intestin qui est en dehors de la paroi abdominale. Donc, on saura par la suite qu'en fait, il était à la base du cordon ombilical. Mais ça, à l'écho, on ne voit pas s'il est dans le cordon à l'extérieur. Et puis, le deuxième gros coup dur, c'est suspicion de trisomie 18. Et la trisomie 18, contrairement à la trisomie 21, c'est létal. C'est des bébés qui ne sont pas viables, avec des grosses cardiopathies, des grosses malformations. En tous les cas, c'est des bébés qui ne sont pas viables. Tout ça à la T1. Tout ça à la T1. Ok. Voilà. Donc, bah, tu te ramasses, hein. Tu te ramasses bien, 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 bien. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, je me dis vraiment, pourquoi je me suis pas arrêtée? J'ai tellement poussé le destin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message? Je suis allée trop loin et puis voilà, je me dis: «Pourquoi, quoi?» Donc je fais c'est avant la myosynthèse parce que j'étais trop tôt dans mon terme pour faire la myosynthèse, et c'est ce qu'on appelle une PVC, une ponction de villosité choriale. Donc c'est un peu comme une amyosynthèse, grosse aiguille, on ponctionne et puis, ben, il faut attendre les résultats. Et l'attente est très longue, même si j'ai un premier jet de résultats au bout de 48 heures. Encore une fois, c'est une collègue qui m'appelle en me disant: «On a reçu tes résultats, qui sont très bons. Le premier jet est très bon et il y a pas d'anomalie chromosomique, en tous les cas, il y a pas de trisomie 18». Et 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 elle me demande si je veux savoir le sexe. Ah, À ce moment-là, et je lui dis oui, et c'est là qu'elle m'annonce que c'est une petite fille. Donc je suis contente, mais toujours mesurée. J'ai besoin d'attendre ces résultats définitifs, qui sont très longs. Je suis toujours un peu dans le dur, même si après quelques jours, je pense que je reprends un petit peu, me disant: «Allez, accroche-toi à ça va aller». Et puis il faut avancer. De toute façon, je vais pas rester terrée sur mon canapé pendant des semaines. Je me rappelle même plus vraiment. Je crois que c'est 3 semaines le délai. ouais, quand même. Voilà, donc 3, ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et résultats définitifs, donc qui sont bons, et pas de trisomie 18 pour ma petite fille. Donc, premier soulagement, mais reste toujours cette suspicion par rapport à Exactement, l'intestin, exactement, par rapport à cette pathologie qui du digestive. coup Donc nécessite, j'ai si elle est révélée, si je me trompe pas, une opération tout de suite à la naissance pour aller replacer l'intestin au bon endroit. ex exactement, Ok. exactement. Donc je suis suivie au DAN, ce qu'on appelle le DAN, c'est le diagnostic anténatal. Donc j'ai un suivi très poussé avec une écho tous les mois. Ok.
pour voir l'évolution de cet omphalocèle. Et voilà, les mois passent, ça reste minime avec de l'intestin pur. En tous les cas, il n'y a pas d'autres organes parce que les omphalocèles, il y a différents degrés d'omphalocèles et il y a des très gros omphalocèles. On n'en est pas là. Ça reste mineur, ça reste vraiment pas grand-chose. Donc, je vois les chirurgiens qui m'expliquent du coup qu'il va y avoir une prise en charge néonatale tout de suite à la naissance, qu'elle me sera enlevée un peu parce que malgré tout, on m'a volé un peu ce moment et qu'elle sera prise tout de suite en service néonatal, qui vont mettre en traction le cordon ombilical pour voir s'il n'y a pas déjà, par défait un peu de pesanteur, une réintégration. Ok. Voilà. Et au début, il m'avait parlé d'une opération au bout de maximum de 3 jours. Ouais, c'est tôt, bichette. Donc, je continue Ouais, c'est tôt. Ouais, c'est tôt. Je vois aussi les pédiatres de néonates que je connais aussi très bien, donc aussi assez facile. Et bon, je me dis, c'est coup dur de par le contexte où je me dis, on va me voler un peu ce moment. Ce sera, de toute façon, rien n'était idéal depuis le début. Et puis, je me dis, bon, l'essentiel, c'est que tout se passe bien. Et bon, je me fais un petit peu à tout ça. Et là, je continue, voilà, toujours ces échographies mensuelles. Je commence un peu à préparer ces affaires. J'ai mis un petit peu de temps parce que, encore une fois, hein, j'y arrivais pas, j'avais peur que ça me porte la poisse. Et puis, je crois, début janvier, février 2024, je me lance. Donc, on est à quelle période de ta grossesse à peu près? Très bonne question. J'ai accouché au mois de mai, on était à la moitié de ma grossesse. Ok. Je me lance, je fais mes achats, j'imagine sa chambre, je me projette, c'est chouette, c'est chouette. Et parce que forcément, pas drôle, il n'y a pas encore un petit couac. À 33 semaines, sur une échographie, l'obstétricien voit que il y a ce qu'ils appellent une protrusion de la langue. C'est-à-dire que Alba, parce que forcément je l'avais déjà nommée, elle avait déjà son prénom, qui était une évidence si j'avais une fille. Alba tire. Ça pourrait paraître, en plus, moi, quand j'ai vu l'écho, je dis, ah, elle tire ça, elle tire la langue, elle tête, c'est trop mignon. En fait, non. Non, non, elle tirait trop sa langue, ce qui voulait dire macroglossie, grosse langue. Et associé à l'omphalocèle, la pathologie digestive qu'il y avait déjà, suspicion du syndrome de Weanman-Beckwith. Voilà, voilà. Donc, j'allais dire deuxième effondrement, non. Énième effondrement, parce que c'est pas rien, quoi. Ce syndrome de Weanman-Beckwith, comme tout syndrome, il regroupe un ensemble de symptômes. Donc, macroglossie, grosse langue, pathologie digestive, donc l'omphalocèle qu'avait Alba. Ça peut être des gros bébés. Il peut y avoir des hypoglycémies en néonatal, mais qui se résorbent assez bien, donc dans les premiers jours de vie, mais qui se résorbent assez bien par la suite. Il peut y avoir des membres asymétriques. Et ça, in utero, c'est très, très, très difficile à voir de par la position fœtale, forcément. Mhm. Et je pense que j'en oublie. Et le plus aussi, un des plus gros trucs, c'est risque de néphroblastome, donc de cancer au niveau rénal, jusqu'à ses 10 ans. Donc, épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant la Exactement. grossesse, mais tu te projettes aussi sur l'après, Ouais, quoi. ouais. Et là, moi, j'ai cette projection et je suis complètement transparente où je me dis quel va être le faciès de ma fille, à quoi elle va ressembler, quel va être le degré de cette grosse langue. Est-ce qu'elle va avoir un visage difforme? Enfin, vraiment, et encore une fois, je me dis, mais pourquoi jusqu'au bout, je me suis. Donc, hyper, hyper dur sur cette projection de ce bébé qu'on idéalise un petit peu, hein, et puis, enfin, du physique qui, malgré tout, a une importance.
Voilà, donc je vois les généticiens qui m'expliquent ce qu'est ce syndrome, même si j'avais déjà un petit peu fait mes recherches, etc. Donc, qui m'expliquent que c'est une anomalie moléculaire sur une région bien spécifique des chromosomes. Mais OK. ça reste une suspicion et en fait, in utero, ils peuvent pas vraiment me dire. Je vois quand même les généticiens pour qu'ils m'expliquent, mais en fait, à la naissance, on saurait pas tout de suite là, maintenant, s'il y avait si elle était porteuse de ce syndrome ou pas. Donc je finis ma grossesse tant bien que mal et sur la fin de ma grossesse, j'ai toujours un peu, je suis à la limite, de la préclampsie, j'ai des bilans un peu urinaires, qui sont pas top, je vais plusieurs fois faire des prises de sang, je finis aux urgences parce qu'il faut qu'ils peaufinent un petit peu, qu'ils aillent un peu plus loin dans et sur la fin de ma grossesse, c'est toujours, j'ai toujours ces protéinuries un peu haut et je suis en début de prééclampsie et une semaine avant mon terme, ils décident de me déclencher. OK, donc tu es informée, tu sens que tu as pas le choix ou alors tu es un petit peu du domaine, hein, on le rappelle, donc Ouais, ouais, peut-être tu ouais. pèses rapidement le pour, le contre. Comment ça se passe Mais pour toi à ce carrément moment-là? en fait, je me laisse guider. En fait, j'ai une telle confiance et je sais tellement parce que, je travaille actuellement en maternité, en suite de naissance, mais j'ai travaillé 4 ans en salle d'accouchement. Donc en fait, je me laisse porter, enfin je sais que c'est ce qu'il faut et Mmh. je suis qu'à une semaine de mon terme. Voilà, donc début du déclenchement, il me propose un type de déclenchement parce qu'on peut pas faire autre chose, parce qu'il y a d'autres patientes, qui sont déclenchées par médicament et au niveau protocole, ils peuvent pas avoir, trop de patientes pour pas se bon bref, donc j'ai ce qu'on appelle un déclenchement par ballonnet. Oui. Donc il gonfle un espèce de petit ballon au niveau de l'utérus et voilà. Donc je suis sous monito, j'ai tout le monde qui vient me voir, en hospice, j'ai toute la familia qui débarque, ma sœur qui m'amène à manger, mais je peux pas manger tout de suite parce que je suis sous monito. Voilà, une fois que ma surveillance est finie, ma mère qui me dit: «Tu veux que je reste avec toi?» Je dis: «Mais non, t'inquiète, je vais être déclenchée. Je suis à la maison, je suis avec mes collègues, j'ai des collègues qui viennent me voir». Voilà, je passe mon début de soirée comme ça, on m'enlève le monito de surveillance et puis je commence à manger. Ça devait être 22 heures, me disant: «Franchement, j'ai rien du tout, j'ai pas de douleur, j'ai pas de contraction, rien» et en plein milieu de mon repas, eh ben, c'est c'est plus la même, c'est plus la même et là, je commence à avoir très, très mal. Voilà. Ouais, des contractions qui se mettent en place, qui s'intensifient, et ça commence à être très dur. Ça commence à être très dur. Je demande, ce qu'on appelle nous vulgairement le protoxyde d'azote, c'est un peu ce masque avec ce gaz que tu voilà, je gère comme je peux, solo, mais en même temps, moi de toute fa enfin, voilà, je crois que même dans des moments de douleur, j'ai besoin d'être seule et de me concentrer sur moi, voilà. Dans ta bulle. Ouais, complètement. Mmh. Je crois que ça et puis ça doit être hyper difficile, si même si ma mère était restée, te te serais sentie impuissante, quoi et puis ça j'avais aucun intérêt. Voilà, donc la nuit se passe comme ça, on me propose des choses, bref, j'ai très, 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 très mal toute la nuit. J'arrive à dormir un peu avec autre chose qu'on me propose, pour me soulager et puis en fin de nuit, je crois vers les 6 heures du mat, on me passe en salle d'accouchement. Et puis après, voilà, on me perche, la poche des os, on m'enlève ce ballonnet, on me perche non, on me pose une péri pour me soulager. OK. On m'enlève le ballonnet et on me perce la poche des os pour essayer de continuer à déclencher un peu le travail. Bon, là, entre-temps, ma mère est arrivée, c'est ma mère qui est auprès de moi en salle d'accouchement. C'était un souhait du départ, c'était prévu comme ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. OK. ouais. Ouais, ouais, carrément.
Les heures passent, je suis hyper soulagée par la péri, vraiment, je suis hyper détendue. Entre-temps, la veille, quand on m'avait dit que j'étais déclenchée, j'étais allée en salle d'accouchement pour voir qui était sur le planning et puis profiter de cet avantage et puis de choisir un petit peu. Donc voilà, donc je suis vraiment en confiance. Forcément, elle me guide, elle m'explique tout ce qu'elle me fait, mais je me laisse complètement porter. J'ai complètement confiance. Et puis ça se passe, et puis bon, elle m'explique, et je le vois bien, hein, que le rythme d'Alba est pas forcément très réactif ni oscillé, ce qui veut dire qu'elle n'a pas non plus une tonne d'énergie. Ça avance pas trop, je me dilate pas, lentement, lentement, lentement. Et ne pas oublier que du coup, Alba doit subir une intervention et qu'on peut pas, Il faut comme qu'elle garde de l'énergie, Bichette, ouais, c'est ça, pour ce qui c'est l'attend ça. après, Ouais, potentiellement. c'est ça. Ouais. J'ai une autre collègue qui me propose de me faire de l'acupuncture, même pour m'aider à dilater, etc. Bon, je me laisse Tu guider, prends. je me laisse faire. Ah oui, oui, moi, je prends tout ce qu'on peut me proposer. Je suis très ouverte. Et puis, décision d'aller au bloc opératoire pour faire une césarienne. Parce qu'à un moment, voilà. Et Mm. j'ai eu de la chance, c'est que la gynécodière, c'était celle qui m'avait suivie pour ma PMA. Voilà, donc qui était là de garde. Donc, comme si, comme je lui ai dit, tu es là pour boucler la boucle. Ouais. Et elle a donné naissance à Alba par césarienne. Waouh. Voilà. Ma maman n'est pas venue, mais en même temps, c'est moi qui lui ai dit: «Écoute, t'inflige pas ça, franchement». J'ai J'étais avec mes collègues de travail, j'étais chez moi, j'étais dans ce bloc qui m'était pas inconnu. Je lui dis: «Va en salle d'attente», voilà. Et puis elle a pu, être là pour Alba, parce que du coup les filles sont allées, la chercher quand Alba est née. Donc, tu as pu voir quand même ton bébé tout de Oui, suite avant qu'on oui, te l'enlève, parce que oui, toi, je pense exactement. que tu as encore ça en tête, le fait qu'elle va devoir partir assez rapidement, Ouais, et moi, c'était hyper important, en fait, de voir, encore une fois, hein, de voir sa tête, de te de voir son rassurer. fac ouais, de voir son faciès. Mm. Ouais. Donc on me la montre, pas très longtemps, et puis elle est encore enveloppée dans ce lange-là pour l'essuyer, pour la mettre au sec. On me la montre, mais je vois un peu juste sa tête, et je suis rassurée de voir qu'elle a pas un visage disgracieux et une langue, heu, qui est énorme, quoi. Voilà, donc elle part avec les auxiliaires puères, sages-femmes, qui font les premiers soins, qui mettent, du coup des compresses un peu humides sur l'omphalocèle pour pas qu'il sèche, et cetera. Donc ils font ce qu'il faut. Elle me la ramène à un moment, et puis je me souviens d'ailleurs, elles reviennent en me disant: «Elle va bien, t'inquiète», qu'elle a pas pleuré tout de suite, le temps, je pense qu'elles ont dû l'aspirer un petit peu, et cetera. Et elles ont pris plein de photos, elles ont été géniales. Elles ont pris plein, plein de photos. Et puis, du coup, elles reviennent en me disant: «Ça va bien», et je dis: «Tu rega» Du coup, je leur dis: «Tu regardé ses mains, ses membres, ses jambes, que comment?» Voilà, tout ce qui était inquiétude, pour moi. Et puis elle me dit: «Non, non, mais t'inquiète, tout va bien, tout est en tous les cas, d'apparence symétrique, tout va bien». Voilà, donc moi je finis au bloc. J'ai eu très, 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 très mal après qu'il me l'ait sorti. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi, bizarrement, mais j'ai eu un gros pic de douleur, je ressentais beaucoup de choses, qu'on me triturait un petit peu, donc je l'ai vite signalé. On m'a soulagée, on m'a entendue, elle s'est même un petit peu arrêtée de faire en attendant que je sois vraiment soulagée, parce qu'on côté anest, il m'avait réinjecté, quelque chose. Mhm. Voilà, donc Alba part avec ma maman en service de néonat. Elle a pu l'accompagner, ils l'ont installée. Moi, bon, ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, de me suturer, et cetera. Je pars en salle de réveil, et très rapidement, j'ai, une chirurgienne qui vient me voir
et qui se présente et qui m'explique que voilà, Alba est en service de néonat et qu'en fait, elle est disponible et que le bloc est disponible et qu'ils peuvent l'opérer de suite. Voilà. Donc, Et donc que la décision te revient de dire oui tout de suite ou non. On te laisse le ouais, choix en fait. je sais même plus trop si on m'a laissé le choix, mais encore une fois, je me laisse porter, tout est dispo, enfin, go quoi. Puis Ok. de toute façon, à un moment, il n'y a pas le choix. Hmm. Il n'y a pas le choix, il faut le faire, donc voilà. Donc Alba part au bloc, moi je suis encore en salle de réveil. Ah, puis- Je vais y rester un moment parce que je mets un moment avant de retrouver mes sensations, je lève pas mes fesses, donc ce qui veut dire que et je monte en chambre et j'appelle le service de néonat et là, on me dit qu'Alba vient tout juste de revenir. Donc je me lève à 3 heures de ma césarienne et je vais voir ma fille. Toute seule comme une warrior, comme depuis le début de Heu, cette histoire, ma ou quand même tu demandes à quelqu'un Non, de non, non, quand venir? même, je demande de l'aide. Ma mère était là encore. Oui, ma mère était là et elle me descend en fauteuil. Il y a des petites choses comme ça où je sais plus trop. Mais non, je fais pas tout comme une warrior, non, parce que j'ai besoin d'aide. J'ai eu besoin d'aide d'ailleurs sur, les premières douches, les premières levées, les premiers jours pour aller voir Alba, parce que forcément je faisais des allers-retours. Mais voilà, 3 heures, allez hop, je je m'habille, je mets un truc pour enlever ma blouse d'opérée là et puis je vais voir, Alba et puis, choc quand même, hein, parce qu'elle est intubée encore, sédatée, voilà, elle a ce pansement sur l'ombilic, qu'elle a eu du coup une réintégration, de ce petit bout d'intestin et elle a eu une reconstruction de son joli petit nombril en forme d'étoile. Vraiment, ils ont fait un boulot, fou. Voilà, mais très dur de voir, Alba pour une des premières fois, hein, mis à part, après la césarienne, intubée, et puis sédatée, quoi. Et tu peux à ce moment-là l'approcher, la prendre dans tes bras ou pas du tout? Non, non, je l'ai pas alors l'approcher, oui, bien sûr, la caresser, lui parler, mais j'ai pas pu la prendre dans les bras tout de suite. Je crois que ça a été que le lendemain ou ouais, le lendemain quand ils l'ont extubée, où on me l'a mise dans les bras, ouais, je crois que c'est que le lendemain. Et voilà et de vraiment faire connaissance avec ma fille, du coup, ce lendemain ou 2 jours après, non, je pense que c'est le lendemain, où ils avaient arrêté la sédation en 24 heures petit à petit, où elle commençait à se réveiller, où, voilà, extubation, et où on me la met dans les bras et où, j'ai une photo d'ailleurs, c'est hyper drôle. C'est une des premières photos, c'est une infirmière, de néonat qui prend les photos de la vraie rencontre, en tous les cas, avec Alba et où on a l'impression qu'elle esquisse un petit sourire. Ah. Donc voilà et puis s'ensuit 10 jours de séjour en réa, soins intensifs en néonat, parce que et ben, forcément, Alba fait des hypoglycémies et là, en fait, je crois que ça a été, le petit élément qui me dit: «Non mais voilà, il y a des hypoglycémies», qui est du coup, un symptôme du syndrome. La grosse langue, c'était pas flagrant, mais en tant que professionnelle de santé, en fait, je voyais bien qu'elle avait une langue un petit peu plus grosse que la normale. Donc pour moi, il y avait pas de doute. Je vois très vite le généticien qui revient me voir en néonat. On reparle un petit peu de ce syndrome et puis il explique qu'effectivement, au vu de ces 3 éléments, il est nécessaire de faire c'est une simple prise de sang, hein, pour faire un bilan génétique et j'aurai les résultats 3 mois plus tard. Oh waouh! Ouais, ouais, mais long et pas long parce que dans ma tête, c'était acté. Tu vois? Vraiment Oui. comme si, à un moment, en fait, voilà, faut se rendre à l'évidence et au pire des cas, bah, ça aurait été une belle nouvelle. Mais
j'avais pas trop, c'est même pas trop d'espoir, c'est que voilà, Tu as c'est un préféré, en tout cas, voir les choses ouais, comme ça ouais, en te ouais, disant, ce sera que du mieux si jamais on me dit que c'est pas ça. complètement. Ouais, Donc, complètement. enfin, vous passez toutes les deux 10 On jours. passe exactement. Ouais, avec des débuts d'alimentation très difficiles, une alimentation parentérale pour l'alimenter parce que les hypoglycémies et tutti quanti et cetera, donc voilà. Et ensuite, moi, au bout de 7 jours, ils ont pu me garder 7 jours en maternité, parce que forcément ma tension, ne baissait pas. En même temps, je faisais que courir, hein. Hmm. Je me réveillais toutes les 3 heures la nuit pour tirer mon lait parce que je désirais, fortement allaiter. Donc dès le début, je crois que j'ai même tiré mon lait, en revenant du bloc avant de descendre voir Alba, enfin bref. C'était un rythme effréné. Donc je reste 7 jours à l'hôpital. Je pars de l'hôpital parce qu'ils peuvent pas me garder, et puis qu'Alba est toujours en néonate, et je vais chez mon frère et ma belle-sœur parce que je ne me vois pas du tout rentrer chez moi sans ma fille. Hmm. Ce qui peut se Voilà, comprendre ouais. amplement. Donc Hmm. je passe, 3 jours, je crois, 3-4 jours chez eux et c'était super, hein. Enfin, je me levais le matin, je me préparais, j'allais voir Alba, je passais toute ma journée avec elle, je rentrais, je mettais mon réveil toutes les 3 heures la nuit pour tirer mon lait, au frigo, congèle, machin. Je tirais mon lait là-bas toute la journée pendant que je voyais Alba. Du pot à pot, on essayait de faire des tétés aussi, mais l'alimentation était toujours un peu difficile. Et au bout de 10 jours d'hospitalisation, on monte à l'unité kangourou. On a eu la chance d'avoir, de la place et de se retrouver. Alors, pour remettre le contexte pour les gens qui nous écoutent, l'unité Kangourou, c'est sur un des CHU, on peut le dire, à l'HFME à Lyon, Ouais, ouais, voilà, qui est une unité particulièrement pensée pour que les mamans et les enfants, si je dis pas de c'est ça, bêtises, c'est ça. puissent être ensemble dans des Ouais, suites comme ça un exactement. petit peu compliquées. Ouais, c'est souvent sur des postes, suite à des séjours en néonat ou des bébés qui ne nécessitent pas de la néonate, mais qui sont pas assez, top pour de la mater et on passe une semaine donc toutes les 2 et c'est génial, voilà, je peux enfin, partager et être constamment auprès de ma fille et pas être déchirée sur: «Bon là, faut que je rentre, là, faut que je fasse». Finalement, tu vis Donc ton séjour de de mat ouais, post-accouchement c'est ça, quelques 10 jours temps après après. à Ouais, l'unité kangourou. Ouais, ouais. complètement, complètement. Bon avec, Alba qui a toujours une sonde nasogastrique, parce qu'alimentation difficile et en fait on s'apercevra, plus tard, il y a eu une grosse suspicion d'œsophagite, on pense due à la sonde d'intubation, donc une inflammation de l'œsophage et un reflux un peu interne parce elle régurgitait pas, mais forcément avec cette inflammation. Donc chaque biberon, parce que je tirais mon lait et je lui donnais au biberon parce que chaque alimentation était souffrance pour Alba et du coup, ben, ça aurait pu être, là le début de mon top, mais pendant 3-4 mois, l'enfer, Donc pendant l'enfer. 3 4 mois, resitue juste, tu rentres quand même chez toi, tu restes pas Oui, je trois quatre rentre quand même mois. chez moi. Je reste Ouais. effectivement 10 je reste pas 3-4 mois à l'hôpital. Je reste, 1 semaine à l'unité kangourou, Alba se remet bien, le post-chir, enfin tout se passe bien, voilà et mis à part ces difficultés d'alimentation, mais qui nécessitent pas, de prolonger l'hospitalisation et puis c'est surtout que moi j'ai envie de rentrer chez moi avec ma fille, quoi. Bien sûr. Donc je quitte l'hôpital, je rentre chez moi et puis c'est top de pouvoir s'installer, de pouvoir, repenser, tout était déjà prêt, mais vraiment voilà, d'installer, mon tire-lait à tel endroit, voilà. De commencer à organiser ta vie à deux. Exactement, Hmm. exactement et c'était à la fois chouette et dur. Qu'est-ce qui était difficile, le fait d'être seule ou le fait qu'elle ait des difficultés Le avec fait son qu'elle ait alimentation? des difficultés avec son alimentation, ouais, carrément. Parce que chaque biberon était souffrance. Elle prenait, 5 millilitres et puis après c'était des pleurs à non plus finir et puis, elle mangeait très peu. Donc heu, ouais, donc c'était hyper difficile. Je l'ai même amenée voir une orthophoniste. Je crois qu'elle avait 1 mois et demi de vie pour voir, en fait, moi aussi dans mon truc, c'est il y a cette macroglossie, il y a cette grosse langue. Donc est-ce qu'il y a pas un problème mécanique? Est-ce qu'elle a pas
je crois que mon professionnel a un peu trop pris le dessus. Et bon, en tous les cas, il fallait que je fasse tout ce que je pouvais faire pour savoir, pour la soulager, parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait en traitement médicamenteux. Et voilà, quoi, changer des biberons, faire plein de choses. Et donc, tu dirais que ça rentre dans l'ordre pour vous deux, ça s'apaise à partir de quel moment, de combien de temps? Bon, à partir de 4 mois où elle mange mieux. Où elle passe à la diversification? Oui, je l'ai passé un petit peu plus tard à la diversification. Je Ouais. crois que je l'ai passé vers 5 mois, un truc dans le genre. Ok. Comment va Alba aujourd'hui? Très, très bien. Très, très bien. Et puis oui, j'oublie le fait que bah, le résultat de la génétique est tombé au mois d'août Oui. et confirmation du syndrome de Wynan-Beckwith. Mais vraiment, ça n'a pas été un coup dur étant donné ma préparation un petit peu en amont. Et Alba va très, très bien aujourd'hui. Et donc, au vu de ce symptôme, qu'est-ce que ça modifie par rapport à un enfant qui n'a pas ce symptôme? Et ben, dans sa vie de tous les jours, rien. Je l'oublie même complètement. On fait juste une échographie annuelle pour vérifier qu'il n'y ait pas de masse au niveau des reins. Ok. Voilà. On a vu la chirurgienne qui l'a opérée l'année dernière. On la revoit l'année prochaine. Tout est vraiment, tout est, enfin, je dis tout est rentré dans l'ordre. Après, bon, on surveille quand même jusqu'à ses 10 ans. Mais les bilans génétiques ont montré que son risque de tumeur était très faible, était inférieur à 3%. Voilà. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu fais abstraction dans ton quotidien de tout ça, sauf peut-être quand le rendez-vous arrive. Euh, Ouais, complètement. Complètement. Et encore, vraiment, j'appréhende pas. Alors, j'en ai fait qu'un l'année dernière. Là, on fait le deuxième courant d'été, mais que j'appréhende pas non plus. J'espère que l'avenir me prouvera que j'ai raison, mais je suis assez sereine. hmm. Assez Et il faut, sereine. je crois, en tout Ouais, je cas, pense aussi. pour bien vivre les choses. Je pense aussi. Euh, Quel parcours, quelle exemplarité, quelle force, quel courage. Je ne sais pas si j'aurai assez de mots pour décrire tout Ouais, ce je que sais tu pas. viens de nous raconter, mais en tout cas, bah, bravo à toi. Si tu avais peut-être un conseil ou quelque chose à dire à une maman qui aujourd'hui serait dans ton cas il y a 2 ans, de se questionner sur ce parcours de maman solo, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire, à lui Mais que conseiller? si vraiment c'est une envie qui est viscérale, qui est là, faut y aller, quoi. Faut y aller. Même si c'est très dur solo, hein, encore une fois, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais c'est pas évident. J'allais C'est y pas venir évident. justement. Ouais, Qu'est-ce qui est difficile dans le quotidien pour toi par rapport à un couple, du coup? je dirais un peu tout le quotidien. Et puis mon âge aussi, mine de rien. Alors même si je pense que tout arrive au bon moment, chaque chose doit arriver elle quand elle doit arriver. Je sais pas si c'est très français ou si on me On a compris hein, l'idée. voilà. Hem, mais c'est vrai que j'ai plus 20 ans. Je pense que je suis peut-être un peu plus fatiguée que et puis, bah, tout repose sur mes épaules, même si je suis, quand même bien entourée et bien soutenue. Mais, je suis aussi très indépendante. Et puis, bah, le rythme, hein, parce que forcément il faut travailler, il faut faire le quotidien de tout le monde en vrai. Se lever tôt, se préparer, donc c'est pas facile, grosse charge mentale, mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le En coup. tout cas, on sent que tu rayonnes et que tu es C'est au comble gentil, du bonheur avec Alba. carrément. On te remercie vraiment pour ce témoignage riche et passionnant. Et on te laisse le mot de la fin si tu as envie de partager quelque chose. Est-ce que tu aurais envie de nous le dire? Oh là là, je sais pas, je crois que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Si, je dirais que, ma vie a de nouveau un sens. C'est une très belle phrase. Je pense que j'avais fait le tour de plein de choses et que c'est ce qui manquait à ma vie. Waouh. Voilà.
Merci beaucoup Valérie. Avec plaisir, merci à vous. Merci Lindsay d'avoir été avec nous en écoute. On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt sur notre prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.